Bonjour, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog écoleetbienêtre.com. C'est un blog qui accompagne les enseignants souhaitant transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette série d'interviews, vous allez voir des enseignants qui ont transformé leur façon d'enseigner depuis quelques années, voire des dizaines d'années, afin d'avoir un enseignement qui leur corresponde vraiment et qui corresponde aux besoins de l'enfant. J'ai aussi interviewé des enseignants et des acteurs des écoles dites alternatives qui vous parleront de leur pédagogie. J'espère que cela vous permettra de prendre des outils ou des principes qui vous parlent. Bon visionnage! Alors, je m'appelle Sazan Wallison, je suis enseignante au primaire, donc j'ai des 3-4 Pierre-Mose et j'enseigne entre Lausanne et Yverdon. Comment décrirais-tu ta façon d'enseigner? J'enseigne, je dirais, de façon différente et j'essaye de respecter la physiologie de l'enfant au niveau de l'apprentissage. Depuis quand enseignes-tu de cette façon? Depuis 2 ans et demi maintenant, avec un arrêt maternité entre deux. Pourrais-tu expliquer les différences avec ta façon d'enseigner d'avant? J'enseignais vraiment frontal, j'avais vraiment l'impression de transmettre moi le savoir aux enfants. Maintenant vraiment j'ai pris une position vraiment je suis en retrait, j'accompagne l'enfant, c'est lui qui va plutôt me guider vers ce à quoi il est prêt, ce à quoi il est disposé à apprendre. Et ensuite, je viens lui amener ce dont il a besoin pour aller plus loin. Donc c'est vrai que pour ce faire, du coup, j'ai vraiment instauré dans la classe un environnement par atelier, où vraiment les enfants vont en totale autonomie chercher ce dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de fiches, j'avais beaucoup de vérification de fiches. Maintenant, les enfants manipulent beaucoup, jouent beaucoup. Et sont moins dans la conceptualisation directe, on va dire. Ils sont vraiment plus dans la manipulation. Et quand la manipulation est vraiment acquise, ils n'ont pas de problème à conceptualiser, donc du coup on a beaucoup moins besoin de faire de fiches. Donc ça, je dirais que c'est vraiment ce qui a considérablement changé dans ma façon de faire. Avant, je respectais les horaires, 45 minutes de français, 45 minutes de musique, et puis tout le monde au même moment. Maintenant, il n'y a plus d'horaire pour moi dans ma classe. À partir du moment du matin, on va passer par tout ce qu'un enfant doit faire, ce qu'on aurait dû faire, mais vraiment de façon variée. Un enfant va peut-être faire 10 minutes de musique, oui, et puis va faire peut-être tout le reste de sa matinée de français un jour, et puis le lendemain, ça sera essentiellement des maths et puis du dessin. Finalement, on en arrive à avoir fait la même chose, voire plus que quand avant j'avais mes horaires à 45 minutes avec tout le monde la même chose. Donc ça a vraiment changé, c'est ce qui a vraiment changé de façon assez déterminante. C'est ce qui a aussi fait clairement que j'ai eu envie de continuer, parce qu'à un moment donné on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Mais de voir que sans horaire, sans obligation, sans demander à tout le monde de faire la même chose au même moment, en fait, on arrive à voir ce qu'on voulait et en fait, on arrive à faire beaucoup plus que ce qu'on voulait. Tu nous as parlé de certains avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois encore? Pour moi, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, je dirais que oui, il y a des grands avantages dans le sens où ça a clairement changé ma vie en soi. Ça m'a forcé à déjà avoir des horaires chez moi à respecter de lit. Donc, je dirais une hygiène de vie saine. Parce que je voulais être dans la bienveillance tous les jours. J'avais vraiment changé cette vision-là. C'est vrai que je voulais plus dire à un enfant « Ah, mais encore, t'as pas compris » ou chose qu'avant, c'est vrai, je faisais facilement, quoi, je l'avoue. Mais là, comme je savais que c'était la clé apparemment de la réussite et puis que c'était la clé de confiance entre les élèves et l'enseignant, et que si ça, c'était pas respecté, en fait, tout le travail qui avait été fait durant des mois peut-être allait être évaporé, c'était super important que je garde cette bienveillance qui des fois est dure à garder, je trouve. Donc ça m'a imposé dans mon hygiène personnelle de vie de bien manger, de bien dormir. Et en fait, ce changement de vie dans ma vie, en fait, a fait que du coup, j'étais encore plus créative. J'avais encore plus envie de faire de choses. C'était un peu un effet boule de neige. J'avais encore plus envie d'aller dehors, de les emmener, alors que des fois avant, je les ai toujours beaucoup emmenés dehors, mais avant, j'étais plus des fois à me dire « Ah, mais il y a trop de protocoles, il y a trop d'administratifs. Ça me coupait l'envie. » Et puis là, en fait, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'empêcher. J'avais été redynamisée, en fait, d'une façon vraiment plus profonde.
parce que finalement il y avait tout ça en retour. Puis vraiment, enfin, ça animait. Donc oui, clairement, il y avait ça comme avantage. Et l'autre grand avantage, c'est que je voyais que les enfants revenaient avec plaisir, quoi, à l'école. Avant, il y a toujours eu des élèves qui avaient beaucoup de plaisir à venir à l'école. Il y a toujours eu un grand nombre aussi qui n'avaient pas envie de venir à l'école, même s'ils m'appréciaient énormément, ou même s'ils appréciaient leurs copains énormément. Là, je voyais qu'ils avaient quand même plaisir à venir à l'école pour eux-mêmes. En tout cas, j'ai eu l'impression. Et des enfants qui étaient en difficulté, qui des fois étaient très durs, voilà, dans la gestion et tout, c'était vraiment très facile, comme une lettre à la poste, vraiment. Rien besoin de leur demander en plus, ils faisaient par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des désavantages à cette façon d'enseigner? Les désavantages, je pense que oui, il y en a, dans le sens où ça demande une certaine hygiène de vie. Peut-être tout le monde n'a pas envie d'avoir cette hygiène de vie-là pour avoir cette qualité d'enseignement. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser de temps en temps l'erreur, dans le sens où voilà, c'est vrai que des fois on a envie d'après d'être l'enseignant parfait, mais parfois on ne peut pas l'être non plus, donc voilà. Mais disons que surtout ça demande un certain lâcher-prise qu'on ne nous apprend pas forcément en tant qu'enseignant à la base. Parce qu'on croit un peu qu'on va corriger les fiches, à vérifier les fiches, à vérifier qu'ils ne se regardent pas les uns parmi les autres, on croit qu'on sait ce qu'ils apprennent. Et en fait, c'est que une croyance, c'est qu'un mythe, parce que finalement on n'est pas réellement dans la tête de l'enfant, on n'est pas vraiment sûr de comment est-ce qu'il a fait pour vraiment apprendre, ou est-ce qu'il l'a vraiment appris par lui-même, ou est-ce qu'en fait il n'a pas recopié, ou est-ce qu'en fait c'est pas un autre qui lui a... Donc ça, ce certain lâcher prise, parce que finalement là on va plus pouvoir contrôler tout comme ça, on va plus pouvoir dire cet enfant il a fait ça et puis comme ça et puis c'est bon, j'ai mis mon vu, il y a le tas de faits que je peux rendre aux parents, il y a ça non, on n'a plus. Et puis il faut juste faire confiance, puis il faut noter au maximum de ce qu'on observe, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'observation. Chose qu'avant des fois on oubliait de faire, quoi. Observer un enfant, regarder la technique qu'il a. Au niveau organisationnel, je pense qu'il faut quand même être très bien organisé tout en étant libre. Je pense que quand on est très perfectionniste et quand on veut absolument avoir ce contrôle, c'est très dur d'entrer dedans, et puis voilà, donc ça c'est quand même dans cette méthode, je dirais, c'est quand même un défaut, oui et non, en même temps c'est un travail qu'on a sur soi, mais où on doit être, voilà, on doit pouvoir se dire bon ça maintenant, tant pis. Qu'est-ce qui t'a décidé d'enseigner de cette façon? En fait j'étais avec une amie, donc Dora, que du coup vous avez déjà vu dans une vidéo, qui m'a simplement fait dire mais tu vois, on a tout fait de façon physiologique, on a fait le bébé, on les a mis au monde de façon physio. J'ai trouvé un enseignement qui est physiologique. Et puis elle m'en a parlé, sur le moment je me suis un peu braquée en disant oh mais ça c'est pas possible au primaire. Puis après je me suis dit non, j'aimerais pas faire la même erreur que justement pendant la naissance, ma première, où finalement j'ai pas tellement suivi la physiologie, et puis elle est née ma fille et puis elle a grandi très bien, mais où j'ai remarqué en respectant la physiologie de la femme et en respectant la physiologie de la naissance, un bébé il arrive encore mieux et puis il grandit encore mieux. Et je me suis dit bon alors je vais aller quand même voir, parce que j'aimerais pas passer à côté, quoi, parce que finalement on n'aime pas trop se remettre en question, et puis on n'aime pas trop finalement changer. Et puis j'ai regardé, du coup j'ai visionné toutes les conférences de Madame Alvarez, j'ai regardé je pense son site de fond en comble, et puis tout de suite j'ai changé chez moi, chez mes enfants, et du coup au début je me suis dit ah je fais un petit peu, puis en fait c'était pas possible un petit peu, donc c'était radical. Et comme c'était tout de suite positif, comme ça a été tout de suite en fait un grand bond, je trouvais, chez les enfants, il y avait beaucoup plus de plaisir, il y avait beaucoup plus d'envie, je trouvais que l'envie était vraiment intrinsèque, que c'était évident que j'allais continuer dans cette voie. Peux-tu nous décrire les grandes étapes que tu as vécues depuis le début de cette transformation jusqu'à maintenant? Les grands moments, ça a été déjà, toute première chose, ça a été la mise en place, la disposition de la classe, qui a littéralement changé, donc tout simplement de créer ces ateliers, de créer ces coins, parce que j'appelle pas ça des ateliers, en tout cas moi j'appelle ça des coins, de créer les coins, et la deuxième chose c'est de montrer, chose que souvent je parlais, et des fois encore je me dis non stop, arrête de parler, vraiment voilà, de cibler le vocabulaire
de vraiment rendre l'explication concise et de montrer et de pas traîner dans la... Enfin, vraiment de me dire, ben, quand je vais montrer ça, c'est quel geste je vais le faire une fois, je vais le faire 2 fois, en parlant le moins possible. Je trouve même pour moi, ça c'était vraiment une grande étape. Et la 3e étape, ça a été vraiment mon rapport en lien avec les parents, tout le rapport avec eux. Et enfin, je dirais l'évaluation, quoi. As-tu rencontré des obstacles durant cette transformation et si oui, comment les as-tu dépassés? Je n'ai pas beaucoup rencontré en soi parce que j'ai eu une direction très enthousiaste. J'ai eu des parents très enthousiastes aussi. Par contre, il est vrai que du point de vue de ma collègue duettiste, donc vraiment celle qui fait les jours, parce que j'enseigne à 60%, donc j'enseigne pas tous les jours de la classe, donc forcément qu'il a fallu s'accorder avec la personne avec qui je travaillais, qui elle travaillait déjà beaucoup dans la manipulation, qui était déjà très ouverte comme personne, mais c'était encore un pas. Et c'était encore une façon différente de faire. C'était pas juste des ateliers, c'était encore différent. Et je dirais que finalement le plus grand obstacle c'était ça. Ça a été en fait de transmettre peut-être mon impulsion, mon dynamisme à l'autre. En tout cas là, ça n'a pas été transmis. Ça n'a pas été, l'impulsion s'est pas faite. Et du coup, je suis vraiment dans l'obstacle que à l'heure actuelle, pour le moment, j'ai pas. On n'a pas de solution, quoi. On est encore dans le... C'est un obstacle, quoi. C'est très bien d'avoir envie d'enseigner différemment. C'est très bien de se lancer, c'est très bien. Mais il faut trouver la personne avec qui se lancer vraiment, si possible. Combien investir pour avoir le matériel adéquat afin d'enseigner ainsi? Moi, j'ai très peu investi. Parce que une fois que j'ai en fait vraiment trié ce que j'avais dans ma classe, que je me suis vraiment dit bon bah ok, je vais regarder aussi ce qu'il y avait comme matériel de classe avant, voilà, est-ce qu'il y a des choses, et puis en fait il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses que j'avais en fait qui étaient tout à fait appropriées, il y a beaucoup de choses finalement que j'ai moi-même bricolées, et du coup j'ai très peu investi, j'ai investi dans des clochettes, dans la musique ou comme ça, et puis ça suffit pour commencer. Après je pense effectivement quoi, chaque année avec son petit budget, ben, on achète, on empile et puis ça suffit. Voilà, moi j'ai pas acheté spécifiquement tout Montessori, ben, c'était impossible, mais avec des jeux de classe qu'on avait déjà, avec du bricolage. C'est vrai que j'ai passé quand même pas mal de temps à bricoler sur mon congé, mais tout est possible. Comment présentes-tu ta façon d'enseigner aux parents et comment est-ce que c'est reçu de leur part? Je présente ça en fait à la réunion de parents qui est en début d'année. Alors c'est vrai que dans notre établissement on l'a fait vraiment assez rapidement cette réunion de parents. Je trouve ça pas mal parce que comme ça c'est important de communiquer le plus rapidement possible parce que les devoirs typiquement vont vite se poser des questions comme ça sera pas comme les autres, quoi. C'est très important qu'ils comprennent que voilà, qu'on n'est pas dans une même dynamique et puis que ça veut pas forcément dire que leurs enfants s'en sortiront plus mal que les autres ou comme ça. Donc moi j'en parle en fait très clairement en mettant vraiment en gros un peu les préceptes, les avantages ou enfin qui sont apparemment de la méthode, on va dire, enfin, de la méthode, en tout cas de ce courant. Et en disant voilà que ben, pour le moment je n'ai pas assez de retour non plus pour pouvoir en dire que je suis pas en train, enfin je peux pas leur assurer que leur enfant va devenir des génies, mais je peux pas, ce qui est sûr c'est que je leur assure qu'ils auront le niveau en tout cas souhaité, qu'on demande, que la DGO demande et voilà. Donc ça je leur assure que ça ils auront. Mais que par contre, voilà, sur le comment est-ce que ça va se passer, que finalement ça va se dessiner au cours de route par la dynamique de la classe et de leur enfant. Et en fait, les parents sont très réceptifs. Il y en a plein qui m'ont dit, de toute façon, avant c'était pas bien. Donc voilà, autant changer et essayer quoi. Les devoirs, comment ça se passe pour toi et comment est-ce que tu le gères? Alors, dans le canton de Vaud, c'est pas obligatoire. Les devoirs, s'il y en a, ils doivent être donnés à certains moments, enfin suffisamment en avance. Une évaluation doit être annoncée, donc ça je respecte. Disons que la problématique du devoir, en réalité, elle n'existe que pour les enseignants, je crois. Parce qu'on reçoit les parents si ils ont pas de devoir ou que ça leur évite d'avoir un moment de prise de tête avec leur enfant ou à devoir eux-mêmes se remettre en situation où ils comprennent pas toujours, où ils sont même des fois eux-mêmes mis en difficulté. Je pense que tout le monde aimerait s'éviter ce moment-là où on force l'enfant à se mettre au travail et à passer du temps.
Donc j'ai été très étonnée parce que j'avais très peur en fait quand j'ai dit que j'allais pas en mettre. J'avais très peur de la réaction parce que c'est quand même quelque chose de très fortement ancré dans notre société. Et en fait, jamais personne m'a rien dit. Et puis des fois, si j'en mettais, c'était par exemple pour dire vérifier que cette notion-là elle a bien été acquise ou ça serait bien que dans la semaine vous puissiez aller trouver au moins 2 sortes de feuilles. Parce que j'en sais rien, on est en automne, ou est-ce que vous pourriez cette semaine regarder pour que votre enfant trouve une information dans le journal ou, voilà. C'était plus des devoirs à partager avec le parent. Par contre, la seule chose où du coup j'ai quand même un peu dû rester parce que ben voilà, il y a toute cette pression hein, malgré tout de collègues, il y a toute cette pression malgré tout de dynamique d'établissement ou de collège, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais qui fait que on se sent dans l'honneur de soutenir les autres enseignants qui mettent des devoirs. Donc on ne peut pas non plus complètement être à part. Et puis même pour soi, parce que c'est dur aussi d'être après complètement marginalisé. J'avais des 4P, donc typiquement le vocabulaire c'est quelque chose qui revient et que tout le monde fait du vocabulaire et puis que... Donc ils avaient un devoir de vocabulaire, voilà. Ça c'était le devoir, vu qu'apparemment tout le monde devait avoir on doit donner du vocabulaire et on doit faire des dictées. Ça c'était vraiment le devoir de semaine, mais j'avais quand même réussi un peu en me disant, bah voilà, le devoir, ce vocabulaire, j'avais fait plusieurs niveaux. L'enfant choisissait son niveau. C'était une phrase qui avait du sens avec les mots qu'on écrivait, qu'on voyait, on analysait la phrase ensemble. Donc il y avait déjà l'essentiel du travail qui était fait en classe. Tous les jours, on retravaillait à un moment donné ce vocabulaire. Et donc je me disais que normalement, le parent avait peu de moments à passer sur cette phrase à la maison. Je me suis dit que moi-même, en tant qu'enfant, je détestais les devoirs. C'était quelque chose d'horrible. Je détestais même me retrouver avec ma maman à faire les choses parce que souvent j'étais obligée d'avoir ma maman pour faire. Et je pense que tout enfant en fait aimerait plutôt aller jouer dehors, profiter des amis, profiter de leur enfance que de se retrouver devant des fiches qu'ils ont déjà passé des fois toute la matinée à faire, quoi. Cette façon d'enseigner te donne-t-elle plus de travail en dehors des heures scolaires? Alors, non. Clairement non. Par contre, elle me demande beaucoup plus de présence dans l'instant. Donc, des fois, avant, j'enseignais, puis il y avait plein de moments où finalement je suis à mon bureau, je corrige, où il y a de l'administratif. Alors là, non. Hein. Là, c'est du travail intensif. Il y a tout le temps un enfant à aller voir, il y a tout le temps à jouer avec un enfant ou à faire un apprentissage avec un autre ou à affiner une discussion ou une entraide. C'est vraiment une présence active. La seule chose qui prend plus de temps dehors des heures, c'est, on va dire, quand on crée son année scolaire. Franchement, ça prend du temps parce que il faut créer son matériel, il faut avoir beaucoup de choses à proposer, il faut vraiment se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais pouvoir amener l'enfant s'il va plus loin. Mais une fois qu'on a le matériel, ça prend pas forcément plus de temps. Beaucoup d'enseignants se posent aussi la question de la planification. Comment planifies-tu un tel enseignement? On se dit qu'est-ce que je vais proposer? Donc forcément qu'il faut proposer quand même des choses qui rentrent dans le cadre du père. Je me suis vraiment focalisée sur les choses absolument essentielles, c'est-à-dire que je suis vraiment partie en me disant ça c'est des acquisitions pour la vie. Typiquement dans le coin sciences, j'ai beaucoup alimenté tout ce qui est corps humain. Je suis partie pour ça dans toutes les branches. Dans l'espace, finalement, qu'est-ce qui est important? Eh bien, voilà, c'est le plan. Finalement, le plan, une fois que les enfants savent lire un plan, savent se diriger, savent où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se situent, eh ben, c'est un plus. Donc c'est vrai que du coup j'ai plus mis de matériel, on va dire, dans ce genre de domaine, tout en s'autorisant à voir d'autres choses. Parce qu'il y a quand même un moment donné où je demande un minimum, quoi. Je ne vais pas leur dire vous faites ce que vous voulez. Je vais quand même leur dire voilà, moi dans ce domaine-là, j'aimerais au moins qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Il y a 3 thèmes pendant les 6 mois qui vont venir. Il y a le corps humain, il y a le plan, il y a l'eau. Enfin, je vais un petit peu leur montrer ce qu'il y a et puis leur dire voilà, j'aimerais au moins que tu travailles, que tu essayes de découvrir au moins 3 choses et puis que tu les maîtrises bien. Et puis sur ces 3 choses, il n'y en aura qu'une qui sera évaluée. Une autre question que se posent souvent les enseignants, c'est comment remplir les objectifs d'apprentissage du plan d'études roman? C'est vrai que c'est quand même toujours la chose qui stresse parce qu'il y a toujours à un moment donné une deadline. Ça demande de l'organisation, ça demande vraiment une planification. Donc voilà, une fois qu'on sait qu'on doit avoir 3 notes de français par semestre, eh bien il va falloir les planifier, il va falloir se dire voilà, ça je dois le faire.
Alors c'est vrai que moi je vais par vraiment visée prioritaire, donc vraiment les objectifs globaux, en me disant bah tiens voilà, donc dans la branche du français on nous demande de pratiquer l'oral, donc je vais évaluer une expression orale, je vais évaluer une compréhension de l'oral, je vais évaluer le lire et je vais évaluer le écrire. Et ensuite le comment je vais évaluer ça, c'est autre chose, en piochant après dans ce qui est proposé dans le pair. Mais je ne vais pas vérifier chaque point qui est pour chaque domaine. C'est pas forcément pertinent de toute façon toutes les vérifier puisque on le voit à d'autres moments. Je décide avant de commencer mon année les évaluations que je vais faire dans le domaine et je sais que la fin c'est janvier, que les enfants auront cette fin là pour toutes les avoir faites. Il y en a certains qui les auront toutes faites en octobre et puis d'autres qui les feront peut-être les 3 sur le dernier mois. Généralement pas, en général ça c'est bien réparti, mais pour moi je me laisse cette souplesse là. Comment évalues-tu les élèves? Ça varie vraiment. Lorsque je crée une évaluation en guillemets, j'appelle ça créer ou co-créer avec l'enfant, je vais vraiment penser en fait à nos sensibilités, dans le sens que je vais essayer de faire qu'il y ait de la vue, je vais essayer de faire qu'il y ait quand même quelque chose qui se transmette par l'écoute, par le toucher, et vraiment une partie conceptualisation vraiment pure et dure. Donc en général, il y aura une partie bien sûr fiche, et vraiment avec des traces écrites, mais très souvent il y aura un endroit où il y aura une manipulation à faire et que je vais vérifier en prenant une photo ou simplement en notant que c'est fait, ou des fois en filmant, ça varie. Il y aura un endroit souvent où l'enfant va pouvoir entendre ou s'enregistrer parler. Voilà, une autre fois il va devoir lui-même créer quelque chose et me l'apporter. Enfin voilà, c'est varié, et puis en général c'est tout un ensemble de ces compétences qui feront que je pourrais me dire que oui, c'est ok, la notion est vraiment acquise. Parfois l'évaluation ne se fait pas tout le même jour. Il peut être évalué bien sûr sur la semaine, on va dire globalement, mais des fois même pas. Des fois il y a, je sais pas, un exercice d'écoute ou de réalisation qui sera faite peut-être des fois un mois avant, mais c'était bon, je n'ai pas besoin de le revérifier le jour où il passe le reste de son évaluation. Tu as donc dit que les évaluations, tu les faisais à différents moments une fois que les élèves étaient prêts. Comment les annonces-tu aux parents? Parce qu'il me semble aussi dans le canton de Vaud que vous devez les annoncer à l'avance. Comment gères-tu cela? Je les annonce, alors tout ce qui est dans la loi, en guillemets, je déroge en rien, dans le sens que tout ce qui doit être mis à néo à telle date sera mis à néo à telle date. Tout est noté, en guillemets, hein, tout ce qui a été fait avec aide ou ce qui n'a pas été fait avec aide, tout est notifié. Et typiquement, en fait, l'enfant il va me dire Alison, là je me sens prêt à passer cette évaluation. En général, c'est eux qui viennent vers moi me dire qu'ils sont prêts. Je dis ok, est-ce qu'on met pour la semaine prochaine ou est-ce qu'on met pour dans 2 jours? Et puis ils savent en général que c'est pas le jour même et puis que c'est pas à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, je mets le petit mot dans l'agenda où je mets simplement aux parents telle notion sera contrôlée. Vous pouvez vérifier. Puis souvent, j'ajoute un petit tas de fiches ou un jeu, voilà, pour que le parent puisse vérifier effectivement que son enfant est vraiment prêt ou s'il a encore des questions. Voilà. Certaines personnes disent que cette façon de fonctionner marche uniquement avec des classes à petits effectifs ou sans enfants à besoins particuliers. Qu'est-ce que tu en penses? Au contraire, enfin, petit effectif, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par petit effectif, parce que en Suisse, c'est clair qu'on a des classes entre 18 et 22, donc c'est des petits effectifs, je pense, pour un enseignant français. C'est clair que si j'en avais 30 dans la même classe, peut-être ça serait moins confortable. Surtout au niveau de la densité du matériel et puis le fait de se partager, peut-être, oui. Pour le contexte suisse qui est pour moi dans une classe normale, non. Pluriculturalité, oui, 100% oui, au contraire. Diversité des âges même, moi j'aimerais vraiment avoir... Longtemps j'ai eu des classes multi-âges et quand je me suis lancée là-dedans j'avais une mono-âge et je regrette vraiment ça. Donc alors que la plupart des enseignants diraient mon Dieu, le multi-âge c'est compliqué.
Et là, je dirais non, pas du tout, quoi. À l'heure actuelle, il y a plein d'enfants qui sont toujours en suivi externe. Je veux dire que ça soit alors des suivis simples, logopédie, ergothérapie. Qui n'a pas d'enfant qui a un suivi à quelque part, enfin voilà. Maintenant, l'année où je me suis lancée là-dedans, j'avais une enfant vraiment avec un grand suivi pédagogique et puis extrascolaire qui demandait beaucoup. Et malgré tout, elle n'a pas créé plus de problèmes ou plus de difficultés à cette façon d'enseigner. Au contraire, je pense qu'elle s'est moins sentie différente, sans doute plus autonome et libre d'être elle-même, contrairement à la façon traditionnelle où on est quand même vite marginalisé quand on est un petit peu différent, qu'on a des besoins différents. Certains enseignants ont peur de ne pas réussir à gérer une classe au niveau de la discipline avec ce fonctionnement. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, on accueille ta petite qu'on entendait tout à l'heure, qui dort en portage. Je pense que comme dans tout cadre physiologique, il faut poser un cadre. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin de cadre à la maison. Enfin, quand on est parents, ils ont besoin qu'on leur pose des limites. Là, c'est pareil quand même. Malgré tout, il y a quand même des règles. Il y a quand même des règles de vie à respecter au niveau de la classe. Il y a quand même des règles du respect envers chacun pour que chacun puisse avoir accès à l'apprentissage et que si chacun fait comme il veut, on va empêcher l'autre de pouvoir potentiellement atteindre un apprentissage. Donc être conscient en fait de ça, qu'on n'est pas tout seul, c'est souvent difficile pour l'enfant qui est très axé, centré sur lui, qui a de la peine à voir les autres, et se rendre compte que justement, que pour que tout le monde puisse apprendre et puis que pour que tout le monde puisse continuer de se déplacer librement et d'apprendre librement, eh bien il faut le calme. Et en fait, je trouve que globalement, ça se gère pas plus différemment qu'une autre classe en fait. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont libres et puis qu'ils bougent qu'en fait il y a plus de bruit que quand ils sont à une table, au contraire. Quand ils sont à une table et qu'ils doivent rester 45 minutes soit devant leur fiche, soit à nous regarder, le bruit il va être beaucoup plus difficile à contenir que quand on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on aime et puis ce qu'on a envie d'apprendre et puis à justement le faire dans la tranquillité et le respect des autres. Je pense que transformer son enseignement demande, comme tu l'as dit tout à l'heure, du lâcher prise, mais aussi de se connaître, de connaître ses valeurs et de se faire confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que c'est tout à fait juste. Ça demande de se faire confiance, ça demande surtout de faire confiance aux enfants, je pense. Vraiment avoir cette foi que en fait l'enfant, il faut lui faire confiance, qu'il sait ce qui est bon pour lui et qu'il est programmé pour apprendre et pour avoir cette volonté d'apprendre. On a presque la croyance, de nouveau ce mythe qui nous est instauré, je ne sais pas trop d'où d'ailleurs, que l'enfant en fait sans l'adulte en fait il a rien envie de faire. Alors qu'en fait non. Il y a plein de moments où on doute. Alors je pense qu'on ne doute pas réellement par rapport à soi en tant qu'enseignant, on doute de l'enfant quoi. Et du coup, on va dire ah non, il a besoin de moi, il a besoin de mon savoir, il a besoin que je repose les choses et puis de cette façon-là parce que je sais. Et puis ça c'est juste ça qui est difficile, c'est juste lâcher ce cadre de référence qu'on avait. Après, tout le monde n'est pas capable de lâcher son cadre de référence parce que c'est vrai que voilà, on y est tous très raccrochés émotionnellement, on en a tous besoin, mais je pense qu'on est tous capables. On est tous capables. Par contre, il faut que l'envie de le faire, elle soit vraiment personnelle et puis que ça soit vraiment une décision qui vienne de soi et pas d'ailleurs. Ça ne doit pas être une nouvelle façon d'enseigner qui soit imposée à tous. Pour moi, c'est presque un développement personnel. C'est finalement une autre façon de voir la vie, quoi. Les enseignants qui transforment leur façon d'enseigner sont parfois seuls à le faire dans leur école. Ils peuvent se sentir même un peu marginalisés. Est-ce que tu as ressenti cela et si oui, comment l'as-tu géré? J'ai été depuis toute petite marginalisée. Donc c'est un sentiment que je connais et que, entre guillemets, ça me dérange pas parce que j'ai appris à vivre avec.
pour différentes choses, hein, parce que finalement on n'est pas tous pareils. Ou, voilà. Moi j'ai toujours osé dire ce que je pensais, alors il y a toujours des choses qui font que finalement on est marginalisé. La grande chance que j'ai eue dans mon cas, c'est que moi j'ai eu une direction qui m'a énormément, qui a été emballée par mon projet, qui a été enthousiaste et qui m'a vraiment encouragée à aller sur ce chemin-là. Et ça m'a donné de la force. Clairement. J'aurais pas eu une direction qui était derrière moi et puis qui valorisait mon travail. Je pense que j'aurais pu, oui, être vraiment dans le doute parce que en contrebalancier, il y a les collègues qui doutent complètement, vont même commencer à un peu dénigrer notre travail ou un peu venir voilà, remettre des choses en question. Des fois, on a beau expliquer par A plus B ou que l'analyse que les études, elles écoutent parfois pas, elles ont pas envie d'entendre en fait. À un moment donné, ça sert à rien de vouloir expliquer à des gens qui n'ont pas envie d'apprendre ou de se remettre en question. Et ça, c'est dur. C'est plus ça, moi, qui a été dur, c'est le fait de me dire que, en fait, malheureusement, j'étais entourée plus de gens, des sceptiques, et par des personnes qui finalement ne se remettent peu en question, sans être forcément marginalisées au point où moi-même j'étais atteinte, parce que voilà, j'avais cette force-là, mais je pense que tout le monde ne peut pas être absolument fort et ancré en soi. Et oui, ça peut être très dur, je pense. Il y a un autre point qui fait du bien souvent dans l'enseignement traditionnel. C'est vraiment tous ces enseignantes spécialisées ou toutes les aides à l'enseignant qui vient aider, et souvent qui, eux, alors par contre, à l'inverse, sont toujours super enthousiastes, trouvent tout super génial, ou amènent même encore des nouvelles idées, ou tout d'un coup vont lire le livre qu'on parle, alors que les collègues, on a beau le leur donner, ils ne l'ouvriront pas, quoi. On peut soi-même changer, mais on ne peut pas forcer les autres à voir les choses différemment. Plusieurs enseignants souhaitent transformer leur façon d'enseigner, mais ils n'osent pas encore passer le cap. Que peux-tu leur conseiller? Alors je dirais que si ça les appelle, mais il faut qu'ils se lancent. Même, j'ai toujours envie de dire, laisse-toi un petit peu. Je suis persuadée que quand on se lance un petit peu, après on se lance complètement quand même. Et puis de finalement leur dire, voilà, tu peux que bien faire. Déjà de faire ou d'avoir la volonté de faire, c'est déjà un acte d'amour pour moi. À partir du moment que c'est un acte d'amour, on peut difficilement faire faux. Et puis voilà, alors je fais quoi? Je veux enseigner, mais je veux pas me tromper. Mais en même temps, si tu te trompes pas, t'apprends pas. Donc moi, j'encourage vraiment, s'il faut y aller par petits pas, il faut y aller par petits pas. Puis s'il faut beaucoup lire, beaucoup s'informer avant de se lancer, ok. De toute façon, le moment où ça sera fait, ça sera le juste moment pour cette personne. Là, je suis convaincue qu'on a la clé de le faire au juste moment pour soi. Et puis que ça sera du coup ce qu'il faudra aux enfants à ce moment-là. Merci beaucoup Alison pour cette interview et à bientôt. Merci beaucoup Vanessa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog écoleetbienêtre.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram, me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à vanessa@écoleetbienêtre.com pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt!